La première présentation a trait au cancer bronchique du non-fumeur. Quel est l'intérêt du cancer du non-fumeur, puisque on sait très bien que la mèche est allumée et que c'est le tabac qui est vraiment le principal souci, la principale inquiétude des pneumologues vis-à-vis de ce risque. Quand on regarde les causes relatives du cancer bronchique, il faut rendre hommage à tout seigneur, tout honneur, c'est-à-dire au tabagisme. Et quand vous regardez les autres causes, la pollution et un certain nombre de choses, c'est un petit peu comme les planètes du système solaire vis-à-vis, je dirais, du Soleil que représente le tabagisme. Et donc on a vraiment le mammouth face aux autres causes qui sont la souris. Donc il faut relativiser. La principale cause, c'est le tabagisme. Le cancer bronchique est donc la maladie d'un homme fumeur, classiquement âgé de 60 à 75 ans. À tout seigneur, tout honneur, au niveau épidémiologique, vous voyez qu'il y a un lien direct entre le cancer bronchique et la vente de cigarettes manufacturées. Sur la gauche, vous voyez qu'il y a eu un pic de consommation chez l'homme vers les années 75-78. Les femmes ont commencé à fumer plus tard, le pic de consommation a été obtenu plus tard, et si vous regardez le pic de mortalité par cancer du poumon chez l'homme, il survient à peu près une vingtaine d'années plus tard que le pic de la consommation. Et chez la femme, vous voyez ici qu'on n'est pas encore arrivé au pic, ce qui explique probablement l'augmentation de l'incidence du cancer bronchique chez la femme. Donc on a vraiment comme cause essentielle le tabagisme. Les autres causes sont importantes, certes, mais sont totalement écrasées par le tabagisme. Donc, à quoi sert, je dirais, l'idée de discuter du cancer du non-fumeur? Parce que cet aphorisme, le cancer est une maladie de l'homme fumeur entre 65 et 75 ans, est à relativiser. Vous avez vu que les femmes sont de plus en plus fréquemment impactées par le cancer bronchique et on va voir qu'il n'y a pas que les fumeurs qui également sont intéressés malheureusement à leur détriment par le cancer bronchique. En cause de mortalité, ça c'est je dirais une série épidémiologique de 2006, la première cause de cancer, la première cause de décès par cancer dans le monde est liée au cancer bronchique. Mais si vous regardez en orange, là, la 7e cause de décès dans le monde, si on extrait cette donnée, est le décès par cancer bronchique chez le non-fumeur. 7e cause de décès, c'est cancer bronchique chez le non-fumeur. Ça représente quand même 17 à 26 000 décès par an au JSA. On ne sait pas trop en France, probablement 3 000 décès par an. Et dans ces cancers bronchiques chez le non-fumeur, le sexe ratio est complètement différent de ce qu'on trouve habituellement. C'est-à-dire que vous avez à peu près un homme pour une femme, ce qui n'est pas habituel dans les causes de décès par cancer bronchique chez le fumeur, où c'est pratiquement 66-33%, bien que l'incidence augmente. Ce cancer chez le non-fumeur, en fait, fait le lien avec tout ce qui vous avait été présenté jusqu'à présent, puisqu'il nous offre l'opportunité d'étudier d'autres facteurs de risque, comme la profession, l'exposition au radon. Vous avez vu, il y a un magnifique article qui est paru dans les Nouvelles-Calédoniennes sur le risque majeur du radon. On va en reparler tout à l'heure. Donc, risque professionnel, environnemental, pollution, donc tout ça sans l'effet confondant du tabac. Et ce qui est intéressant quand on a les cancers bronchiques des hommes non-fumeurs, on voit qu'il y a une inégalité sociale fondamentale. Il y a très peu de cadres il y a beaucoup moins de non-cadres, c'est-à-dire de col bleu chez les non-fumeurs. Donc il y a manifestement une pression sociale et une identité différente chez les fumeurs au plan social et au plan culturel. Un aphorisme à relativiser, regardez ce que nous donne une série qui a été publiée par les centres hospitaliers généraux quand même. Vous voyez, sur 5000 cas, vous voyez qu'entre 2000 à gauche et 2010 à gauche, la proportion de non-fumeurs est passée de 7,2 à 10,9% dans la population globale qui a été étudiée. Donc en 10 ans, on a une augmentation dans la population globale des patients qui ont un cancer du poumon et qui ne sont pas fumeurs. Et quand on stratifie par sexe, par genre, vous voyez, première chose, qu'il y a beaucoup plus de cancers de non-fumeurs chez la femme, d'accord ? Et vous voyez que cette proportion semble diminuer
Donc augmentation des fumeuses chez les femmes, cette proportion est minime mais augmente chez les hommes. Donc il y a quelque chose qui nous échappe. Donc ça c'est vraiment l'étude épidémiologique des centres hospitaliers généraux qui a été très important. Quand on parle de non-fumeur, il faut définir ce dont on parle. Un non-fumeur, c'est quelqu'un qui a fumé moins de 100 cigarettes dans sa vie entière. Un ex-fumeur, c'est quelqu'un qui s'abstient complètement de toute intoxication tabagique depuis plus de 12 mois. Un fumeur, eh ben, c'est tous les autres. Le risque tabac et cancer bronchique, il faut quand même le rappeler, c'est d'abord l'intensité, paquet année, mais aussi la précocité du début du tabagisme, ce qui fait qu'on a un impact fondamental sur le risque cancéreux quand on fait une politique adaptée sur les populations des jeunes. Plus vous commencerez à fumer tard, à fumerie égale, je dirais, moins le risque sera probablement important. C'est la durée, la longueur d'exposition, le sexe. Le sexe féminin est probablement plus impliqué dans les cancers du poumon. Et il y a aussi, on le verra plus tard, des susceptibilités familiales génétiques des familles à cancer. Le cancer bronchique du non-fumeur, on va le voir rapidement, c'est une maladie différente qui doit impliquer des réflexes différents pour le praticien. Une maladie différente, souvent des femmes non-fumeuses. Vous connaissez la disparité géographique en raison des mutations génétiques, c'est la femme asiatique non-fumeuse. Modification de l'âge de survenue. Souvent, c'est quelque chose qui revient un petit peu plus tôt. Un type histologique qui est très particulier, qui s'appelle l'adénocarcinome, c'est le cancer glandulaire. C'est le cancer, je dirais, vraiment typique de cette étiologie-là. Beaucoup de mutations génomiques. Il s'agit, je dirais, d'une exposition à un risque, identifié ou pas, qui va générer une mutation qui va devenir un driver oncogénique qui va augmenter le risque de cancer. Et parmi ces mutations, on parle de la mutation GFR, qui maintenant est plus connue parce qu'elle permet l'utilisation de médicaments oraux qui sont dites des thérapies ciblées, mais aussi d'autres mutations, ALK, ROS, qui elles aussi sont éligibles à des traitements particuliers. Et dans cette maladie du non-fumeur, on a moins de mutations KRAS, qui est peut-être un marqueur assez spécifique de l'exposition tabagique. Donc, cette maladie différente doit nous demander de traquer les mutations afin d'identifier des cibles et proposer des traitements personnalisés. C'est le premier take-home message. Les causes alternatives au tabac par odd ratio, c'est-à-dire par risque relatif. On va voir les planètes de plus en plus grosses s'éloigner du soleil qu'est le tabagisme. Eh bien, en 1, ça reste quand même les toxiques inhalés, tabagisme passif en 1 et le cannabis en 2. Les polluants professionnels fondamentaux, nickel, chrome, amiante, silice, et puis les autres, ceux dont on a parlé. Donc vous voyez que dans l'ordre, chez les non-fumeurs, on verra tout à l'heure qu'il est très important d'avoir une enquête professionnelle. Les polluants domestiques dont on a parlé, nettement derrière, on en a cité énormément. En Nouvelle-Calédonie, ce qui nous intéresse, c'est les vapeurs d'huile de combustion, mais aussi les fumées de combustion solides, dont les fumées de feu de bois, inhalées, qui sont également reconnues comme des agents cancérigènes. Les polluants environnementaux, c'est là qu'on voit SO2, NO2, les hydrocarbures polycycliques aromotiques et le fameux radon qui vient très loin derrière, je dirais, les polluants professionnels et éventuellement même les polluants domestiques comme la fumée de feu de bois. Il y a aussi les antécédents pulmonaires de maladies infectieuses inflammatoires comme la BPCO, la tuberculose, des pneumopathies communautaires et les antécédents familiaux de cancer. Et enfin, les antécédents de radiothérapie parenchymatose pulmonaire ou médiastinale et de cancers comme les maladies de Hodgkin. Donc le deuxième take-home message pour les cancers du non-fumeur, c'est qu'il faut traquer les expositions professionnelles. Et souvent, vous verrez qu'il y a des co-expositions. On n'est pas exposé à un seul toxique professionnel, mais à plusieurs. Et vous voyez que la liste est longue. Hydrocarbures aromatiques polycycliques, amiante, silice, diesel, chrome, peinture, ça correspond à énormément de populations différentes. Donc le cancer, entre guillemets, professionnel chez le non-fumeur, c'est probablement une vraie réalité. Je terminerai en parlant des inégalités face au cancer bronchique. On a des inégalités génétiques. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas égaux face au risque tabagique. On sait que le chromosome 15, qui est un chromosome situé hors du complexe majeur d'histocompatibilité,
comprend le déterminant génique des récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine. Et il existe 3 formes différentes de ce récepteur. Et on voit qu'il y a des variants de ce chromosome-là qui ont des liens forts entre ce variant et le cancer, et la BPCO, et la consommation de tabac. Nous ne sommes donc pas égaux vis-à-vis du risque de l'addiction tabagique. Et clairement, il y a une cohorte en Pologne qui a montré qu'il y avait un impact fort d'un variant de ce chromosome 15, non pas sur le tabagisme et la consommation de tabac, mais plus loin, sur la mortalité par cancer bronchique. Donc, et c'est d'autant plus important que ces variants sont liés également avec l'addiction à l'alcool. Donc, on a, quelque part, une prédisposition génétique chromosomique à devenir addict au tabac, à l'alcool, etc. Donc, nous sommes inégaux. Et tout ça, ça va s'exprimer de façon différente par le début du tabagisme. Première cigarette et je commence à fumer, ceux qui ont certains variants vont tout de suite embrayer sur la dépendance, c'est-à-dire l'augmentation de la consommation, et sur la difficulté à l'arrêt du tabagisme. On n'est pas tous égaux vis-à-vis du risque d'addiction tabagique. Et ça, c'est de PLOS ONE 2012, avec quand même quelque chose d'assez construit. La deuxième inégalité devant le cancer bronchique, ce sont les inégalités sociales, et on voit que ce sont les couches sociales qui sont défavorisées par un surcroît d'incidence. On voit aussi que non seulement il y en a plus, mais qu'à groupe égal, la létalité, la mortalité de ces cancers est supérieure. On voit qu'il y a des inégalités géographiques dans le cancer. Alors on a des belles cartes qui montrent que dans le Nord, Pas-de-Calais, dans la région Ouest, près des mines, etc., dans les zones industrielles, on a plus de cancers. Mais on voit aussi que le mode de vie, l'environnement, l'exposition professionnelle ont un impact, mais que la culture vis-à-vis du soin, c'est-à-dire quand on est dans un milieu urbain ou un milieu rural, c'est-à-dire à distance d'un centre de référence oncologique, eh ben, on n'a pas le même risque de létalité du cancer, on est moins bien pris en charge vis-à-vis du cancer. Donc, on a des facteurs génétiques primitifs qui sont différents de l'oncogénétique, qui rendent le risque différent en fonction des populations. Ça, c'est le troisième take-home message. On n'est pas tous égaux devant le risque tabagique et le risque addictif. Pour terminer cette première partie, le cancer bronchique du non-fumeur, c'est une maladie différente. Ça doit impliquer des réflexes différents pour le praticien, ce qui veut dire qu'il faut y penser quel que soit le patient ou la patiente et quel que soit son âge. Donc, on va passer à la deuxième partie maintenant.